Je contemplais pour la première fois le spectacle éblouissant de la mer de nuages. Au-dessus, un ciel bleu d'une pureté idéale. Là-haut, c'était de la lumière vierge dans de l'air vierge. Je glissais sur les flots figés d'un océan d'argent. C'était une volupté de voir et de respirer. Né en 1888 à Saint-Denis de la Réunion, Roland Garros rejoint la capitale à 18 ans pour suivre parallèlement des études de droit et de commerce. Athlète accompli, passionné de sport mécanique, le jeune homme suit avec passion les exploits des pionniers de l'aviation. En août 1909, Roland Garros assiste à la grande semaine d'aviation de la Champagne à Reims, première grande manifestation internationale d'aéronautique. C'est la révélation. Garros a définitivement trouvé sa voie, il sera pilote. Diplôme en poche, il s'investit dans le commerce d'automobiles et en particulier du baquet Grégoire, ancêtre de la voiture de sport qu'il a imaginé et conçu. Il réunit en moins d'1 an les 10 000 francs nécessaires pour s'offrir, lors du tout premier salon de la locomotion aérienne, la demoiselle Santos Dumont, fabriquée et commercialisée par la firme Clément Bayard. La machine lui sera livrée quelques mois plus tard. Je passais cette période dans un rêve perpétuel. Je me figurais les difficultés de l'apprentissage, je m'entraînais par l'imagination aux mouvements à faire, le soir, dans mes insomnies. Il ne s'agissait pas d'essayer en amateur. Je m'étais condamné à réussir. Il n'existe pas encore d'école de pilotage et c'est seul qu'il apprendra à manœuvrer son frêle appareil. Lors de sa toute première prise de possession de sa demoiselle, Garros confie. Mon cœur battait à tout rompre. J'avais la gorge serrée, les membres mous, paralysés d'émotion. Mais une seule pensée me domina. J'étais en face de ce que j'avais désiré de faire. Il n'y avait pas à hésiter. Le 19 juillet 1910, à 22 ans, il obtient son brevet de pilote à l'Aéroclub de France et part faire une tournée d'exhibition en France, puis outre-Atlantique, avec le fameux cirque Moisan. On le rencontre ensuite dans de nombreuses démonstrations aux États-Unis, au Mexique et à Cuba. De cette période épique, Roland Garros note. Je vole tous les jours, le plus souvent possible. Concentrant tous mes efforts et mettant toute mon âme à voler mieux. 1911. Garros participe aux premières grandes compétitions aéronautiques, le Paris-Madrid, remporté par l'intrépide Jules Védrine, le Paris-Rome-Turin, puis le circuit européen. Bien que le moteur Gnome de son Blériot soit quelque peu fragile, il termine chacune des courses aux places d'honneur. Les journalistes compatissants me baptisèrent l'éternel second, et je gardais un souvenir mélancolique des grandes courses de 1911. Je savais qu'on ne retrouverait plus l'émotion étrange de ces premières randonnées, dont chaque minute était un petit drame d'angoisse, de joie, de tristesse et d'enthousiasme. En juillet 1912, il s'aligne au départ du circuit d'Anjou. D'exécrables conditions climatiques obligent les concurrents à renoncer à la course. Seul Roland Garros ose prendre le départ et rejoint la ligne d'arrivée sur son modeste Blériot. Pour les journalistes, il devient alors le champion des champions. Je me souviendrai toujours de la joie que j'eus à voir s'approcher la ligne blanche finale et à crier dès que j'en fus à portée de vol plané. Après avoir été récompensé du prix de l'Académie des sports pour l'année 1912, il se lance dans une grande aventure jamais encore réalisée et qui lui tient à cœur, la traversée de la Méditerranée. Aucune hésitation ne me troubla. Ces dernières heures avaient un goût rare. Un adieu bref, puis le mot habituel prononcé par la voix traînante de Jules, mon mécanicien. Contact. Au premier coup d'hélice, le moteur se met à tourner, souple, régulier. Il décolle de Fréjus aux commandes d'un monoplan Morane-Saunier de 60 chevaux. La première heure passa si heureuse que mes sensations d'abord aiguës s'adoucissaient. Tout me chantait confiance. Derrière moi, l'Estérel, presque effacée, marquait le point où me suivaient les vœux amis. À gauche, la Corse, si nette qu'elle en paraissait voisine. Il vole depuis 1h30 lorsqu'il entend un éclatement sinistre de métal brisé. Le moteur continue de tourner avec un cognement régulier qui fait craindre la panne. Il peut atteindre Cagliari où un mécanicien l'attend. Va-t-il renoncer ? Atterrir, c'était mutiler cette traversée, abîmer un rêve. Je n'oublierai jamais ce moment d'hésitation. Une force mystérieuse, plus forte que ma raison et ma volonté, m'entraîna vers la mer. Il s'engage alors au-dessus de la Méditerranée. L'essence risque de manquer. Encore 2 heures d'angoisse, 2 heures d'incertitude. Enfin, il aperçoit la côte, maintenant toute proche.
Il ne lui reste que 5 litres d'essence. Il est temps. Il descend sur Bizerte en vol plané et se pose sur un champ de manœuvre où personne ne l'attend. Le premier homme que je vis fut un soldat en bourgeron. Il s'approcha sans hâte, m'observa curieusement. Puis, s'enhardissant, « Vous venez de loin ?»« De France. » Il sourit d'un air perplexe et ne dit plus rien. Le 23 septembre 1915, à 13h15, au terme d'une traversée de 7h33, Roland Garros inscrit son nom au panthéon des pionniers de l'aviation. Il a 25 ans. 1914, la Première Guerre mondiale éclate. Pilote volontaire, Garros est affecté à l'escadrille MS-23. Crédité de 3 victoires aériennes, il est capturé le 18 avril 1915. Évadé après 32 mois de captivité en Allemagne, celui qui vole comme il respire, ainsi que le désignait le poète Jean Cocteau, a rendu son dernier souffle par une brumeuse matinée d'octobre 1918. 24 heures encore, et il aurait eu 30 ans. 10 ans après sa mort, son ami Émile Le Sieur, président du Stade français, donnera le nom de Roland-Garros au nouveau stade parisien construit pour la Coupe Davis, rapporté en France par les Mousquetaires.